Peter Rolak était un sociopathe narcissique et lâche. Il se la jouait flingueur. Se faisait appeler Blazing Billy. Pistol Pete. Gorgeous Gangster. Il avait tout. Argent, sexe et violence. Et son gang, Sex Money Murder. Dans ce coin, à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Il a gagné des millions, fondé un empire. C'était le parfait gangster. Ils ont gagné beaucoup d'argent et fait beaucoup de dégâts. C'était un tueur. Il appelait ça des concours de t-shirts mouillés. Quand on blesse les gens à la tête, les vêtements sont trempés de sang. Il trouvait ça drôle. Pistol Pete voyait l'avantage qu'il y avait à s'associer aux Bloods. Il leur a dit « Je ne serai un Blood que si je peux diriger mon propre gang ». Quand on est un criminel et qu'on fait parler de soi, ça finit par arriver aux oreilles de la police. On ne bouge plus les mains! On a arrêté 53 individus. À partir de là, les témoins se sont succédés. Un gros poisson après l'autre, on remontait peu à peu la chaîne jusqu'à Rolak. Ce genre d'individus, si on ne les boucle pas, ils vont jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Pistol Pete, un empire dans le Bronx. Pour Thanksgiving, toute l'Amérique respecte la tradition. Au menu, dinde aux érelles et football américain. Ce jour-là, Détroit accueille 3 grands matchs de la Ligue nationale des joueurs professionnels. Dans le Bronx, la tradition est également au rendez-vous. Ici, le championnat du Turkey Bowl oppose les élèves des lycées Xavier et Fordham, les 2 plus anciennes équipes rivales de New York. Un autre match, probablement tout aussi célèbre dans certains quartiers, se joue ailleurs dans le Bronx. Sur un bout de pelouse, entre les cités de Soundview et de Castle Hill, les habitants s'affrontent le jour de Thanksgiving. C'était un match improvisé qui avait lieu chaque année dans les cités. C'était une sorte d'institution à Soundview. Le Turkey Bowl est une tradition. En fait, la véritable institution de Soundview était un gangster surnommé Pistol Pete. « 1997. Peter Rolak a été condamné pour possession de stupéfiants et croupi dans une prison de Caroline du Nord. Mais même derrière les barreaux, il règne sur un gang au nom célèbre. Sex, Money, Murder. Sexe, fric et meurtre! Dans ce coin, à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Les gars de Sex Money Murder, soit on est avec eux, soit on est contre eux. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le jeu de la mort, mec. Ce gang était connu pour ses dealers de cocaïne et ses tueurs professionnels. Ses membres ne juraient que par le sexe, l'argent et le meurtre. Peut-être pas toujours dans cet ordre, mais en tout cas c'était ça, l'horizon du gang de Pistol Pete. Si j'ai bien compris, le week-end de Thanksgiving, les gangs de New York laissaient leurs armes au vestiaire et allaient jouer au football. Mais en 1997, dans le Bronx, tout le monde n'accepte pas de jouer le jeu. Un informateur de New York m'a appelé le jour de Thanksgiving. Je m'en souviens très bien. Il m'a prévenu que Peter Rolak avait écrit une lettre en prison où il disait « Feu rouge, feu vert, bang bang sur double face ». J'ai demandé ce que ça voulait dire et il a répondu « Ils vont flinguer les jumeaux ». Les jumeaux, ce sont David et Damon Mullins. Ils ont grandi avec Peter Rolak de l'autre côté du terrain de foot improvisé près de Castle Hill.
Ce jour-là, j'avais patrouillé dans Soundview, puis j'étais rentré au poste avec mon sandwich à la dinde. En montant les escaliers, j'ai entendu qu'il y avait eu des coups de feu. Dans le Bronx, un match amical se transforme en bain de sang. Certains de ces individus se connaissent et certains sont connus de la police. Une histoire de gang? On pense qu'un gang est peut-être impliqué. Ils voulaient tuer les Mullins et leur garde du corps. J'ai seulement entendu les coups de feu. Il y a eu une quinzaine de coups de feu pendant qu'ils jouaient au foot. 5 personnes ont été touchées. Un des frères Mullins s'est enfui, mais il s'est vidé de son sang et s'est effondré. Leur garde du corps a été tué sur le coup. D'autres personnes ont été blessées. Les 2 frères ont pris des balles. David essaie de se réfugier dans la cité, mais il perd trop de sang et finit par mourir. Quant à Damon, il est emmené à l'hôpital dans un état critique. Les victimes étaient d'anciens associés de Pistol Pete. Les autorités ont tout de suite pensé qu'il avait commandité l'assassinat depuis sa cellule. Peter Rollack était en prison pour un bout de temps et il devait être jaloux que les Mullins soient toujours dehors à se faire de l'argent. Alors il a fait courir le bruit que c'était des balances, sachant que ces hommes lui étaient tout dévoués. Pistol Pete est déjà connu pour ses méthodes expéditives. Il n'a que 23 ans. Il dirigeait son gang depuis sa cellule et il a pris les cités d'assaut. Pistol Pete et certains de ses amis avaient un sacré sens des affaires. Le crack a changé la vie de beaucoup de gangsters, y compris celle de Pistol Pete. Il a senti qu'il y avait de l'argent à gagner. Il avait tout. Argent, sexe et violence. Et son gang, Sex, Money, Murder. Il ne jurait que par ça. C'était un dur. Il tuait, vendait de la drogue, gagnait des tonnes d'argent. Oubliez son nom et il vous reste un homme qui ressemble à beaucoup de malfrats. À une énorme différence près. Alors qu'il est encore très jeune, Peter Rollack cherche à faire passer son organisation pour une entreprise tout ce qu'il y a de plus légal. La société Sex, Money, Murder vend du crack dans le Bronx et devient une marque à succès. La petite équipe de néophytes de Soundview s'est développée et ouvre des filiales dans le New Jersey, en Pennsylvanie et en Caroline du Nord. Des gangsters qui n'ont jamais rencontré Pistol Pete, mais qui connaissent la légende, rejoignent son gang. Des rappeurs ont écrit des chansons sur lui, les gens célèbres ont cherché à le fréquenter, ils sont allés le voir dans sa cellule. C'était très bizarre. C'était un type féroce qui jouissait d'une certaine aura. Les membres de son gang le vénéraient, l'idolâtraient même, parce qu'il était ultra violent et qu'il n'avait pas peur d'exercer cette violence dans la rue pour protéger son territoire. Il porte le surnom d'un roi de la gâchette du Far West. Mais dans la rue, son mode opératoire, bien connu de la police, le fait ressembler davantage à un ninja qu'à un cow-boy. Peter Rollack était patient. Il attendait que les gens ne se méfient plus pour les abattre. Il tirait dans la tête. Il frimait, mais ne s'en prenait jamais à quelqu'un qui pouvait riposter. Une fois arrêté et emprisonné, il devient encore plus puissant. Il parvenait à imposer ses propres règles aux OG, les Original Gangsters. Ça inquiétait les fédéraux. S'il arrivait à commercialiser sa marque, ça voulait dire qu'elle ne disparaîtrait pas. Il créait des filiales, surtout au sein de gangs existants. Il est devenu un mythe, alors qu'il était derrière les barreaux. Encore aujourd'hui, le nom de Pistol Pete est célèbre sur toute la côte Est. Dans les années 90, Peter Rollack a mis sur pied une équipe de dealers de crack et de tueurs à gages. Son nom, Sex, Money, Murder. Même après son arrestation, sa puissance et sa légende n'ont cessé de grandir.
Pistol Pete était un gangster né. Et c'est la voie qu'il a choisie. Dans la grande famille des trafiquants de drogue, son nom est associé à celui d'un des plus grands criminels de tous les temps. Au début des années 70, Nicky Barnes contrôlait le marché de l'héroïne à Harlem. Le père de Peter était dans le gang de Nicky Barnes à Harlem. Leroy Nicky Barnes, surnommé Monsieur l'Intouchable, était un héroïnomane devenu baron de la drogue dans les années 70. Avec le soutien de la mafia, il a mis sur pied une organisation criminelle de gangsters noirs sur le modèle des familles italiennes. Des gangsters noirs se voyaient proposer de l'argent pour dealer dans les quartiers que les Italiens ne visaient pas particulièrement. Disons qu'ils unissaient leurs forces pour vendre de la drogue à la communauté noire. Depuis Harlem, Nicky Barnes contrôlait tout le trafic de drogue de la Pennsylvanie au Canada. Mais Monsieur l'Intouchable ne l'était pas tant que ça. En 1978, il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le père de Pistol Pete était accusé dans une affaire où Nicky Barnes et des membres de la famille Gambino étaient également impliqués. Quand il est allé en prison, c'était une légende de la rue. Le jeune Peter Rollack a été recueilli par un ami de son père, un homme qui connaissait le business et allait devenir un des fournisseurs du quartier. Peter Rollack atteint sa majorité au moment où la consommation de drogue explose aux États-Unis. La vague du crack, au milieu des années 80, a complètement bouleversé le milieu. C'était une nouvelle marchandise qui transformait en gangsters des gens comme vous et moi. La cocaïne devenait abordable. Elle n'était plus réservée aux seuls médecins et avocats. La vente s'effectuait ouvertement dans la rue, pas derrière des portes closes. On voyait des gens faire la queue sur le trottoir pour acheter du crack. Pour se faire du fric, les dealers ciblaient leur propre ghetto. Le repère de Pistol Pete est la cité où il a grandi, Soundview. Soundview, dans le Bronx, est un quartier difficile, essentiellement constitué de logements sociaux. À l'origine, ces bâtiments étaient destinés à accueillir les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en l'espace d'une vingtaine d'années, ces gens sont tous partis, et les membres de Sex Money Murder ont pris le contrôle. Quand on traversait ces cités, on ne voyait pas de gamins dans les parcs. Le sol était jonché de flacons de crack vides et de douilles. Ça met mal à l'aise. Pistol Pete a grandi dans un foyer dont le père était absent. Et quand il était gosse, dans les années 80, tout le monde dans le quartier, dans les cités, parlait de ce père légendaire qui avait bossé avec Nicky Barnes et les Gambino. Ça devait être très difficile pour lui de ne pas se laisser influencer. Pistol Pete devient chef de gang et suit les traces de son père. Les quartiers de Castle Hill et de Soundview ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. En général, c'est dur pour les gosses de grandir dans une cité. Alors ils se regroupent en bandes. Les Castle Hill Boys, les Soundview Boys. Dans les années 90, Peter Rollack faisait justement le lien entre les Soundview Boys et les Castle Hill Boys. C'est ainsi que deux gangs rivaux se regroupent sous la même bannière. Sex, Money, Murder. Il lisait Machiavel et Sun Tzu. Il apprenait l'art de manipuler les gens et s'en servait pour diriger ses troupes. C'est lui qui tirait les ficelles et il exécutait lui-même ses victimes. C'est cette façon de prendre les choses en main qui lui vaut son surnom. Il attendait que les gens aient le dos tourné. Il a fait sa première victime à 18 ans. Il s'est approché du type par derrière et lui a tiré une balle dans la tête. Il appelait ça dévisser quelqu'un.
Même lorsqu'elle récupère un corps au milieu d'une cité surpeuplée, la police a beaucoup de mal à trouver un témoin. Les gens rechignaient à venir témoigner parce que les organisations criminelles fonctionnaient à l'intimidation. Les appartements des témoins étaient tagués. Au lieu de vous intimider verbalement, on peignait un truc à l'extérieur de chez vous. Vous saviez que c'était la signature du gang, une menace à votre encontre. Mais les forces de l'ordre n'y voyaient que du feu et ne pouvaient donc pas engager de poursuite. Pistol Pete était connu pour ça. Tout le monde savait qu'il n'hésiterait pas à régler ses comptes personnellement. Il s'est construit sur cette réputation. Il aimait se faire passer pour un tueur. Mais Pistol Pete finit par se sentir à l'étroit à Sandview. Comme Nicky Barnes et son père, il est dévoré d'ambition. Ce qui est remarquable chez ces gens, c'est qu'en partant du South Bronx, ils ont réussi à essaimer des filiales en Caroline du Nord, dans l'Ohio et en Pennsylvanie. Pistol Pete ne se contentait pas de contrôler quelques immeubles et de gagner quelques centaines de dollars. Il agrandissait son affaire. Et la violence aussi gagnait du terrain. Sortir son arme, ça ne lui faisait pas peur. Filer, ça ne lui faisait pas peur. Peter Rollack a dit « S'il me file pas mon fric, je flingue sa femme et ses gosses ». Pistol Pete devient majeur au moment où la vague du crack déferle sur l'Amérique. Dans la petite cité de Sandview, dans le Bronx, il bâtit sa réputation sur la violence. C'était un tueur, quelqu'un qui n'avait pas peur de sortir son arme. Ça a été prouvé, bien sûr. Il se faisait appeler Blazing Billy, Gorgeous Gangster. Il était très fier de sa réputation. On a découvert que quand il allait faire tuer quelqu'un, il disait « on va le pitroler », un jeu de mots avec son nom. Il se vante d'avoir fait sa première victime avant l'âge de 18 ans. Il est né dans un des coins les plus pauvres du pays, mais ambitionne d'étendre son territoire sur toute la côte Est. Il met au point un plan pour vendre son crack dans d'autres villes du pays. Tout le monde voulait imiter Nino Brown. Le film New Jack City explique parfaitement comment la déferlante du crack à la fin des années 80 a imposé un nouveau mode d'organisation. Nino Brown est un personnage de fiction joué par Wesley Snipes. Un baron de la drogue qui gère son équipe comme une entreprise et consacre tout un immeuble à la vente de crack au détail et à la prostitution. La question était de savoir comment se faire autant d'argent. Le crack et la cocaïne se vendent pour 5 ou 10 dollars à New York, contre 25 ou 30 dollars en Caroline du Nord, à Philadelphie ou à Jersey City. New York ne lui suffisait pas. Il voulait étendre son entreprise et son pouvoir dans tout le Nord-Est. Peter Rollack travaille avec un associé, Yarrow Pack. Pistol Pete a étendu son empire et créé le triangle de la cocaïne. Du Bronx à Pittsburgh, de Pittsburgh à Charlotte et de Charlotte au Bronx. Tout ça avec l'aide de Yarrow Pack, qu'il connaît depuis de nombreuses années. Pittsburgh est leur première cible. Pittsburgh n'est pas une des premières villes à laquelle on pense quand on veut développer un vaste trafic de crack. Mais en fait, il y avait bien un marché. Ils ont acheté des véhicules en crédit bail. Ils achetaient les voitures à Three Rivers Leasing. Ils payaient cash et l'enregistrement était fait au nom de la société de crédit bail. De sorte que s'ils se faisaient arrêter, ou si la police trouvait de la drogue dans les véhicules, l'entreprise téléphonerait à la police de New York pour dire que les véhicules lui appartenaient. C'est faux, mais le nom des trafiquants n'apparaît nulle part. En quelques semaines, tous les membres de Sex, Money, Murder sont équipés de nouveaux véhicules.
C'était un super moyen de blanchir leur argent liquide. Et puis ils se faisaient remarquer dans les cités de Soundview. C'était des voitures à 70 000 à 80 000 $. Les trafiquants les ont toutes customisées. Ils y aménageaient des compartiments secrets pour cacher la drogue, l'argent et les armes. Pistol Pete et son équipe allaient du Bronx à Pittsburgh en break et en monospace. À Pittsburgh, ils récupéraient les voitures achetées en leasing où ils avaient aménagé des cachettes pour transporter soit l'argent, soit la drogue, soit les deux. Et de là, ils se rendaient en Caroline du Nord où ils ouvraient de nouveaux sites de fabrication, de vente et de consommation de crack. Pistol Pete, qui cherche à protéger ses arrières, gère son équipe comme une entreprise. Ils ont enregistré la société SMM dans l'État du Delaware. Après ça, ils sont allés ouvrir un compte en banque à la State Bank de Long Island, je crois. Tout l'argent versé sur ce compte, en liquide, provenait du trafic de drogue. Il en ressortait sous la forme de salaires pour différents membres de l'organisation. La société portait le nom du gang, SMM Company Incorporated. Ils passaient par Paychecks Inc., une société d'administration des salaires qui se chargeait de la délivrance des fiches de paie, du calcul des montants nets, etc. Ils se servaient ensuite de ces fiches de paie pour obtenir des prêts. Le tout était de faire croire qu'ils avaient des emplois normaux. Je pensais avoir tout vu, mais un gang ultra-violent qui délivre des bulletins de salaire, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai jamais vus. Lorsque les affaires vont mal, ou que l'avenir est menacé par une bande rivale, le PDG de la société n'hésite pas à employer la manière forte. Il y avait ce dealer, Anthony Dunkley, que Pete et deux autres gars ont décidé d'éliminer. Ils lui ont donné rendez-vous dans une maison du Queens et la veille, ils ont glissé une bâche en plastique sous la moquette, histoire que le sol ne soit pas maculé de sang quand ils abattraient le type. Ils ont jeté le corps dans un terrain vague du Bronx. Peter Rollack n'aimait pas Carlton Hines. Ils s'étaient disputés, et lui n'était pas du genre à laisser couler. Mais cette fois, son rival n'est pas un voyou des rues, c'est une célébrité qui a choisi un tout autre terrain de jeu. Carlton Hines était une étoile montante du basketball. Il aurait pu être recruté par une équipe, mais il traînait aussi avec le gang de Cortlandt Avenue. Que ce soit pour une histoire de drogue ou une simple empoignade, Pistol Pete a décidé de s'en débarrasser. Il l'a surveillé et il est passé à l'acte. Carlton Hines était en train de laver sa voiture sur Boston Road. Il ne se méfiait absolument pas. Rollack s'avance, tire et le tue. Ce jour-là, il y a un témoin. Carlos Mestre, un ami de la victime. Il a survécu à l'attaque. Et le bruit court qu'il a vu le meurtrier. Même topo. Peter Rollack le tient à l'œil et demande à ses associés d'en faire autant. S'ils le voient, ils doivent l'appeler ou le biper. Il se faisait joindre sur son beeper, c'était avant que tout le monde ait un portable. On le prévenait que le gars qu'il cherchait était à tel endroit, il se pointait et lui tirait une balle derrière la tête. Carlos Mestre a été trouvé sur Westchester Avenue. Il était en train de passer un coup de fil. Peter Rollack s'est avancé et a visé la tête. Les affaires sont les affaires. Au début des années 90, la police de New York commence à entendre parler d'un nouveau gang de dealers de crack basé à Soundview, dans le Bronx. Son nom ? Sex, Money, Murder. Son chef se fait appeler Pistol Pete. Il se vantait de ses crimes. Il appelait ça des concours de t-shirts mouillés. Quand on blesse les gens à la tête, les vêtements sont trempés de sang et il trouvait ça drôle. Les gens avaient peur de lui. Mais Peter Rollack la ramène trop. Et son arrogance aura raison de lui.
octobre 1994. À Rockingham, en Caroline du Nord, la police est informée qu'un transport de drogue est en cours. Les suspects sont au volant d'une Nissan Quest, immatriculée en Pennsylvanie. Il n'aurait jamais dû monter dans ce monospace et participer à l'opération. Il avait des hommes pour le faire à sa place. Cela dit, c'était le boss, et il aimait donner l'exemple. Mettre la main à la pâte, ça ne lui faisait pas peur. Mais c'était une grosse erreur. Peter Rollak, Yaro Pak et un troisième homme, David Gonzalez, sont arrêtés. Ils circulent sous un faux nom et la police ne trouve rien. Mais les chiens de la brigade canine sentent quelque chose. Et le véhicule est confisqué. Un compartiment secret avait été aménagé dans le monospace. Il contenait environ 2 kilos de cocaïne, plusieurs armes à feu et 250 000 $. C'est beaucoup. Yaro Pak et David Gonzalez finissent par avouer que Pistol Pete allait se faire rembourser une dette importante auprès d'un gros client, Darius Covington. D'après David Gonzalez, Peter Rollak a dit « S'il me file pas mon fric, je flingue sa femme et ses gosses ». Apparemment, il disait ça souvent. Pistol Pete verse sa caution et retourne à New York. Mais il ne sera pas libre longtemps. Ce meurtre est une exécution. Il a été commis aux premières heures du jour. Il est arrêté à Harlem comme suspect dans l'affaire de l'assassinat de Carlton Hines. Il n'avait pas l'air d'une brute. J'ai eu affaire à des gens qui avaient l'air de brutes. Ce n'était pas son cas. J'ai pris ses empreintes digitales, il m'a décliné son identité, il m'a raconté son histoire, ce genre de choses. Il était très calme, très serein, d'une froideur glaçante. Au moment de son arrestation, Pistol Pete avait une arme sur lui, ce qui lui vaut d'écoper de 8 mois ferme. Il purge sa peine à la prison de Rikers Island. À son arrivée, il est déjà connu. Quand on passe en revue la vie de Pistol Pete, on se rend compte que c'est là qu'il a créé son empire. Derrière les barreaux, Pistol Pete entre dans la légende. Et sa société Sex, Money, Murder devient une marque. Plusieurs factions de l'United Blood Nation avaient entendu parler de lui et cherchaient à le recruter. L'United Blood Nation, également appelée les Bloods, s'est déjà constitué un empire dans le milieu de la drogue. Pour les médias, les Bloods de la côte Est et les Bloods de la côte Ouest, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Pas pour les forces de l'ordre. C'est à Compton, un quartier de South Central à Los Angeles, que les Bloods voient le jour dans les années 70. À la même époque que le gang rival, les Crips. Les Crips considèrent ça comme leur drapeau national. Si tu te fais choper dans le mauvais quartier au mauvais moment avec la mauvaise couleur, t'es mort. T'es bleu ou t'es rouge. Les Bloods de la côte Est et les Bloods de la côte Ouest sont totalement différents. Les Bloods de Los Angeles sont un gang de rue. Ils s'identifient par la couleur, se battent ouvertement avec leurs adversaires et n'hésitent pas à défier l'ordre établi et les autorités. Et que font les Bloods du Nord-Est? Ils commencent à constituer des groupes d'action politique ou religieuse. Et ils cachent leur identité comme ils ont appris à le faire en observant d'autres gangs ou super-gangs. Alors que les Bloods de la côte ouest sont nés dans la rue, les Bloods de la côte est se sont formés dans l'établissement pénitentiaire de Rikers. Ces super gangs, comme beaucoup d'entre nous les appellent, la Black Guerrilla Family, la Mexican Mafia, Nuestra Familia, l'Aryan Brotherhood, sont nés dans les prisons. Les Bloods de la côte est veulent être aussi respectés que ces grandes organisations criminelles. OG Mac et OG Deadeye étaient considérés comme les fondateurs des Bloods de Rikers Island. Selon certaines versions, les 8 ou 10 premiers groupes de Bloods sont sortis de Rikers. Les Bloods de New York cherchent à s'établir immédiatement dans les États du Nord-Est, en proposant aux OG, les Original Gangsters, de fonder des sous-groupes.
Pistol Pete était indéniablement un OG. Sa réputation, son statut, le personnage, son mode opératoire, ça ne fait aucun doute, c'était un OG. Ils voyaient l'avantage qu'il y avait à s'associer à Pistol Pete Rollack, et Pistol Pete voyait l'avantage qu'il y avait à s'associer aux Bloods. Son nom serait connu dans tout Rikers, mais aussi à l'extérieur, par des groupes de Bloods qui n'avaient jamais entendu parler de Soundview. Il a pu fonder un sous-groupe parce que les Bloods le respectaient en tant que tueur. Mais Pistol Pete a déjà sa propre équipe. Il parvenait à imposer ses propres règles aux autres groupes de Bloods. Quand OG Mac et OG Deadeye ont voulu le faire entrer dans l'organisation, il leur a dit « Je ne serai un Blood que si je peux diriger mon propre gang. » Sexe, monnaie, murder. SMM est devenu un gang célèbre dans le nord-est des États-Unis grâce à Pistol Pete. En 1996, Peter Rollack sort de prison après avoir purgé sa peine de 8 mois. Il était le principal suspect dans l'assassinat de Carlton Hines. Mais en l'absence de témoins, il a été acquitté au bout de quelques semaines. Ce qu'il ignore, c'est que les agents du FBI ont découvert son réseau de trafic de cocaïne en Caroline du Nord et que grâce aux empreintes relevées sur son arme, ils ont pu faire le rapprochement avec l'affaire du Nissan Quest à Rockingham. On avait des photos. On savait que Peter avait été arrêté dans ce véhicule et qu'il avait séjourné à Charlotte. On était au courant pour d'autres affaires de drogue. On a compris que cet individu vendait de grandes quantités de cocaïne et de crack. Il a été envoyé en prison en Caroline du Nord, mais il continue à diriger son gang depuis sa cellule. On ne bouge plus les mains. Le FBI procède à une série d'arrestations en Caroline du Nord. Et bien qu'il soit derrière les barreaux, Peter Rollack sait tout. C'est dans notre établissement que Peter Rollack a commencé à écrire des lettres. Pete s'est renseigné sur les personnes qui coopéraient avec la police. C'est de là qu'est partie toute cette affaire du meurtre de Thanksgiving. Il pensait ou prétendait que ces gens l'avaient trahi et il a donné l'ordre de les abattre. Depuis sa cellule, il signe l'arrêt de mort de David et Damon Mullins. On pense qu'un gang est peut-être impliqué. Pourquoi? À cause de l'identité des victimes. Bien qu'elle soit au courant du projet d'assassinat des jumeaux, la police ne peut empêcher Peter Rollack de faire aboutir son plan. On a exécuté un mandat de perquisition dans sa cellule. C'était la première fois que je le rencontrais. Il était très calme. Il a dit bonjour, il est sorti, il nous a regardé faire. On a trouvé une mine d'or. Le FBI saisit des documents rédigés dans le langage codé des Bloods. Une fois déchiffrés, ces documents révèlent l'existence de trafic de drogue et de meurtres qui correspondent aux données de la police. Ils permettent également de faire le lien avec la tuerie de Thanksgiving à Soundview. J'étais en train de partir, on embarquait tout dans des boîtes. Et là, il m'a dit « Hey, il y a une photo de ma fille dans une de ces boîtes. Je pourrais la récupérer ?» On s'est arrêté et on a tout fouillé pour retrouver la photo. Je la lui ai tendue et il m'a remercié. Je n'oublierai jamais. Parce qu'un mois plus tard, au procès, quand les officiers de police l'ont fait sortir de la salle, il s'est arrêté, il s'est retourné et il m'a lancé « Tadeo, toi et moi, c'est OK ». Et là, j'ai réalisé qu'il était en train de me dire qu'il n'essaierait pas de me faire assassiner depuis sa cellule. En Caroline du Nord, Peter Rollack est déjà accusé d'association de malfaiteurs et de possession de drogue et d'armes à feu. Les documents trouvés dans sa cellule permettent au gouvernement fédéral de l'accuser de trafic de drogue à New York. C'est là que tout s'est accéléré. Avant, il s'agissait essentiellement de reconstituer le puzzle des différents meurtres et délits. À partir de là, les témoins se sont succédés. Les gens se sont présentés qui normalement n'auraient jamais témoigné. Mais un crime le jour de Thanksgiving, c'était la goutte de trop. Un magazine underground citait sa mère qui disait « Je suis triste pour les parents qui ont perdu leurs enfants, mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si mon fils est un rapide ?»
En janvier 1998, Peter Rollack est condamné à 45 ans de prison pour association de malfaiteurs et vente de cocaïne. Mais ce jugement prononcé en Caroline du Nord est le moindre de ses soucis. En commanditant un assassinat sur son territoire, le jour de Thanksgiving, il est allé trop loin. Lorsque le FBI apprend que l'ordre a été donné depuis la prison dans des lettres écrites de sa main, il fait arrêter l'un après l'autre les membres du gang. Sex, money, murder. On a vite compris qui dirigeait l'opération de blanchiment d'argent. Le FBI retrouve le comptable qui a enregistré la société SMM et ouvert un compte pour payer les salaires de ses employés. Il admirait les membres de Sex Money Murder. Il les vénérait, il les idolâtrait même. Il voulait se faire bien voir de ces types, alors il s'est fait passer pour un homme d'affaires, pour un as de l'informatique. C'est lui qui leur a vendu cette idée qu'un compte en banque ferait croire qu'ils avaient des jobs réglo. Je n'oublierai jamais l'interrogatoire au 45e commissariat du Bronx. Il a signé des aveux le jour même. Un mois après le jugement en Caroline du Nord, les autorités fédérales retiennent 17 chefs d'accusation pour trafic de drogue et inculpent le gang de 5 meurtres. Pistol Pete risque la peine de mort. Je crois qu'en tout, on a arrêté 53 individus qui travaillaient pour lui. Entre 12 et 14 ont plaidé coupables et ont coopéré. 2 ou 3 ont plaidé coupables, mais sans accepter le marché. Leur chef, déjà condamné à 45 années de prison en Caroline du Nord, refuse de parler. Peter Rollack leur faisait croire que c'était un dur. Mais la moitié de ses associés, si on les avait enfermés avec lui, n'en aurait fait qu'une bouchée. Eux, c'étaient de vrais durs. Ils étaient plus coriaces que lui. Mais ils n'avaient pas sa capacité de contrôle sur les gens. En prison, Pistol Pete devient une légende vivante. C'était très troublant. On était là, en planque, à surveiller ses associés. On attendait que Peter Rollack passe son jugement. Et à la radio, on entendait des chansons qui étaient de véritables hymnes à sa gloire. Lord Tariq et Peter Gunz avaient sorti un album, Make It Rain, qui lui était dédié. On écoutait des chansons sur un type qui était inculpé pendant qu'on surveillait ses associés. C'était très bizarre. Les magistrats instruisent le procès. L'un après l'autre, les anciens associés de l'accusé se présentent pour témoigner contre lui. Comme dit le dicton, premier arrivé, premier servi. Il ne voulait pas trop tarder à se mettre à table, parce qu'un mois plus tard, on n'aurait plus besoin d'eux. 4 ou 5 types avaient déjà lâché le morceau. J'ai inscrit 8 à 10 personnes au programme de protection des témoins. Elles avaient accepté de témoigner contre Pistol Pete. Au moment d'affronter le jury, l'accusé change d'avis. Le jour du procès, il n'a pas vraiment parlé, il a juste plaidé coupable. Il savait qu'il était fichu, que les preuves étaient accablantes, et que par conséquent, il avait perdu la partie. Ça m'a surpris. Il avait tenu tout ce temps, mais il était déjà condamné à 45 ans en Caroline du Nord, et il n'avait plus rien à perdre à part la vie. Apparemment, il a choisi de sauver sa peau. Mais plaider coupable ne suffit pas. Les représentants du ministère public exigent que Pistol Pete accepte d'être mis à l'isolement et de ne quasiment plus jamais avoir de contact avec le monde extérieur. Aucune communication avec l'extérieur, excepté avec l'avocat et la famille. L'administration pénitentiaire contrôle tout. Le jour où le jugement est prononcé, la mère de Carlton Hines s'adresse à l'homme qui a assassiné son fils. Elle lui a dit « J'espère que les visages des gens que vous avez tués hantent vos nuits. » Peter Rollack est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 105 ans.
Il a écopé d'une peine très sévère parce qu'il a refusé de parler. C'est pour ça que beaucoup de gangsters le considéraient comme un type intègre. On pouvait compter sur lui, même quand il était en prison. Pour ses vrais fans, ses partisans, Peter Rolak est presque devenu une idole. On voyait des affiches dans la rue, des t-shirts proclamant « Libérez Pistol Pete ». Les autorités ripostent en placardant leur propre affiche partout dans Soundview, une photo de Pistol Pete accompagnée d'une légende. Perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ne soyez pas le prochain. Cette affiche montrait à quel point les forces de l'ordre s'étaient acharnées contre lui, à quel point elles étaient fières de leur boulot et à quel point Pistol Pete allait payer. Malgré des conditions d'emprisonnement draconiennes, Peter Rolak trouve quand même le moyen de faire entendre sa voix. Pistol Pete a écrit un livre de 150 pages intitulé Gâchette. Le gang mis en scène s'appelle Money and Murder. Le personnage central est un jeune type qui finit par être descendu dans la rue. Il est en train de mourir et il se dit « C'est la vie que j'ai choisie ». L'ouvrage est publié par la famille, à compte d'auteur, en 2005. Le FBI faisait très attention à ce qu'il soit privé de tout lien avec l'extérieur. Alors, comment il a pu publier un livre à compte d'auteur? La direction de la prison a avoué qu'elle l'avait autorisé à l'envoyer à sa famille. Quelqu'un avait fait une bourde. La création de Peter Rolak, Sex, Money, Murder, n'a jamais disparu. Je suis là. Je dirige une équipe dans le New Jersey et Sex, Money, Murder est présent dans tout l'État. Des inculpés, des témoins, des informateurs défilent dans mon bureau. Ils voient des articles sur l'affaire qui traîne et ils me disent « Ah, vous connaissez Pistol Pete ?» Pistol Pete est à jamais indissociable de Sex, Money, Murder. C'était le parfait gangster. La morale de l'histoire, Peter Rolak a été un criminel dans les règles de l'art. Il a été parfait, de bout en bout. Il n'a jamais reculé. Résultat, il a fini dans une prison de très haute sécurité, ce qui n'est pas très glorieux. On a beau être un des types les plus violents du pays, on sera toujours rattrapé par la justice.